parce que j'ai pu échanger avec quelques-uns parmi ceux-là qui ont été recalés, certains de ceux qui ont les parents bien placés qui n'ont pas été admis sont sur la liste. C'est-à-dire certains de ceux qui ont été recalés, qui ne se retrouvaient pas là, ont pu être rappelés après par des personnes qui leur sont proches. Alors, lorsqu'on a reçu le dossier, j'ai appelé le directeur de la DOFI, qui est la direction qui s'occupe de ce concours-là, le colonel Keita, qui me dit qu'il faut que j'écrive une lettre adressée à l'état-major pour qu'eux prennent la parole. J'ai dit, ok, en attendant que nous fassions cette lettre-là, on va quand même faire cas de ce dossier que nous avons sous la main. Le jour où vous serez prêt à intervenir, vous allez intervenir pour donner votre part de vérité dans cette histoire. On va faire la lettre, oui. On va faire la lettre et on va leur adresser. Oui. Parce que c'est assez grave et on devra certainement revenir là-dessus. Ce qui se passe là, parce que le colonel Sadibak Coulibaly, le général désormais qui a été honoré hier, parce que désormais il a été élevé au rang de chevalier de l'ordre national. Donc le général Sadibak qui a lancé ce concours-là est cité parmi les officiers qui doivent faire en sorte que les personnes admises soient effectivement dans ce concours. Il se trouve, ce qui se passe c'est quoi? C'est que depuis quelques jours, on fait appel à quelques-uns parmi ceux qui ont été recalés parce que la presse est au courant de l'affaire. On apprend que 2 personnes ont été appelées pour aller prendre part pour aller à l'école. Ouais. L'école se trouve au camp Alpha Diallo. Ouais. Les grandes gueules. Les cours ont commencé le 16 de ce mois, le 16 octobre. Les cours ont commencé. Alors, ce que ces gens-là disent, c'est quoi, Lamine? On a cravaché dur pour ce concours. On a fait en sorte d'être admis à ce concours. On est admis effectivement. Mais comment comprendre que nos noms soient remplacés par des personnes qui n'ont pas été à ce concours et par des personnes qui n'ont pas eu ce concours? Et donc, à ce niveau-là, je ne veux pas dire les noms de ceux qui ont été, ceux dont on a pris les noms pour les remplacer par d'autres, pour des questions de sécurité, mais ils sont là. Il y a une dame qui est là, qui n'était pas admise, dont le nom se retrouve là, au pied de cette liste, qui n'est pas admise, mais qui a été retenue. Donc, à ce niveau, il faudrait que, au niveau de l'état-major général des armées, on nous explique ce qui ne va pas. On apprend que le général Bala Samoura est au courant de cette histoire, mais il s'est dit impuissant parce que ça vient du haut niveau. Il ne peut rien faire. Il aurait dit qu'il va faire en sorte de changer la situation pour que ceux-là qui n'ont pas été retenus soient contentés par un nouveau service qu'il veut créer au sein de la gendarmerie nationale pour leur permettre de suivre des cours d'officiers. Et à ce niveau-là, c'est une première en Guinée que ces cours d'officiers se fassent dans le pays. Et malheureusement, certains de ceux dont les parents n'ont pas de moyens, qui ont été admis à ce concours, ont été recalés. C'est important que ceux-ci prennent part à cette école-là, à l'EMIA Guinée, parce qu'ils veulent des officiers à la langue. Il faudrait que justice soit faite, que cela soit rétabli dans le droit. Merci beaucoup, Antoine. Allez-y, mon cher Tamba. Ils n'ont qu'à les appeler un à un. Ils n'ont qu'à les appeler un à un. Ça, c'est eux qui voient. Ce dossier-là est suffisamment grave, comme je disais, pour que on le poursuive. Il faut le poursuivre. Il faut le poursuivre, pardon. Et il faut même aller plus loin. Lamine, non, j'ai l'impression qu'on n'aime pas le changement. Je le dis souvent ici. On n'aime pas le changement. Je me rappelle encore le jeune Théophile qui est ici et qui sert à Espace. Boursier d'État, normalement. 13e de la République, alors qu'on va prendre jusqu'au 20-25e de la République, option mathématique. Il a été simplement remplacé par quelqu'un d'autre, comme ça en Guinée, qui est aujourd'hui à sa place au Maroc. Vous comprenez un peu ce dans quoi on est. Des gens font un effort, et puis on vient à la fin saper leur mérite, troquer leur mérite contre je sais pas moi, les liens et d'autres intérêts. Ce qu'il faut faire, c'est poursuivre. Ils veulent un courrier, moi je ne vais pas aller très loin. Ils veulent un courrier. Antoine, on va l'écrire. On va l'écrire et on va les attendre. Tant qu'ils ne nous appellent pas, on reviendra là-dessus. Parce que si l'on veut changer ce pays, c'est en refusant ce type de choses. Moi, je pense même qu'à l'avenir, ces listes-là, on va les citer ici nommément. Ça viendra. Les substitutions, on ne va même pas les cacher. C'est tout. Ça viendra clairement. C'est tout. Ça viendra clairement, mon cher Mara. Mais c'est aussi ça, ce qui se passe finalement dans le comportement que l'on observe dans l'armée. On appelle ça des loups mal léchés. Ce n'est pas une insulte, mais quand vous voyez un militaire qui se comporte comme tout sauf comme un militaire, il ne faut pas aller chercher loin. C'est comment il a accédé à cette position-là. Vous voulez une armée républicaine pendant que vous procédez à embrigader
des militaires anti-républicains. C'est ce qui se passe. C'est par la fraude que vous accédez à une telle position. Et c'est inacceptable. Antoine fait bien de lever le lièvre sur cette histoire. Bala n'a peut-être pas de pouvoir, mais ils finiront par en avoir. Parce que tout simplement, ça c'est inacceptable. C'est une chose, c'est une vieille habitude en Guinée. Il faut que l'on cesse de continuer d'agir comme ça parce que c'est contre l'idéal de la République dont on a besoin, que l'on a besoin de construire. Ouais, c'est très grave, hein, mon cher Tamba. En tout cas, si ça s'avère vrai en ce qui concerne ce monsieur Coulibaly, hein, c'est bien cela. Général qui est devenu général maintenant. On verra bien. De toutes les manières, c'est lui qui est le mieux à même aujourd'hui d'intervenir. Parce que ce dont il est question, c'est de fraude. Sadiba Coulibaly. Ce dont il est question, c'est on parle de fraude. Ouais. Carrément. C'est très grave. On parle de fraude là. Ouais. C'est-à-dire de non-méritants qu'on substitue à des gens qui se sont défoncés, qui se sont défoncés, qui se sont préparés. C'est pas une première en Guinée. Oui, mais puisque là, on a ceci sous la dent aujourd'hui, ben nourrissons. Ils ont prôné le changement. Ils ont prôné le changement. Surtout, il faut que cela soit une réalité. Ouais. Ils ont fondation. Alors, mais rappelez-vous, je l'ai dit ici l'autre jour quand j'ai assisté, quand j'avais constaté qu'on avait encore mis à la retraite un très grand nombre d'officiers. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, je vous signalais cela. N'oubliez pas quand même qu'en un an, l'essentiel des généraux, des colonels, des lieutenants-colonels sont partis à la retraite. C'est une nouvelle génération qui est en train de monter. Ouais. Mais on est en train de faire quoi? Rappelez-vous, quand il n'y a pas très longtemps, on avait une armée mexicaine. Et Toumba et Dadis Camara continuent de dire mais oui, c'est l'armée mexicaine. C'était une armée mexicaine. Tu avais plus d'officiers supérieurs que d'hommes de rang. Et finalement, chacun faisait ce qui lui plaisait. Mais on combat cela depuis 2008 dans ce pays. Mais vous vous rendez compte? Attendez, il y a des dossiers d'audit au niveau de la cour, comment ça s'appelle, de la cour des comptes, sur par exemple l'ASCAD. Mais vous allez être choqué du comportement des militaires avec l'argent. Mais ils ne font pas mieux que les civils. Mais pour une fois, bon sang, là on a quelque chose sous la dent. Hier, j'étais heureux d'apprendre que le ministre de la Justice poursuit le préfet délinquant de Cancan qui s'est rendu quand même... Oui, délinquant, ce n'est pas une injure. Ça veut dire quelqu'un qui se rend coupable d'un délit. C'est ce que ça signifie en droit. Il se rend coupable de propos absolument... oui, un délinquant, c'est quelqu'un qui se rend coupable de délit en droit. Bien. Voilà. C'est pourquoi je dis délinquant. Bien. Et il est poursuivi. Pardon? C'est comme quand l'autre dit hier, ne me dis pas dis donc. Dis donc, c'est pas de l'injure. Eh bien voilà, le préfet est poursuivi. Mais rappelez-vous qu'avant ce préfet-là, un autre du côté, le préfet raseur de Sigiri, vous vous rappelez, on l'a pris, on l'a envoyé chez Tamba pour se calmer, là-bas. Mais là, ce dont on parle est encore plus grave. Lorsque vous prenez des gens qui ne sont pas méritants, vous les envoyez pour au final leur octroyer des titres qui ne méritent pas de manière intrinsèque, vous créez des problèmes dans l'armée. Vous créez des problèmes. Et c'est vu par d'autres personnes comme étant une sorte de, vous voyez, de favoritisme. Exact. Et tout ça, ça amène des mécontentements. Le dossier, il est là. On ne peut pas comprendre que des gens admis sur une liste générale soient recalés, même pas recalés, mais tout simplement remplacés par d'autres qui étaient recalés clairement à un concours. Mais à quoi bon faire des concours? Bien. Je pense que là-dessus, il faut y aller. Si tu peux permettre, Lamine, je voulais parler de cette question de formation, mais je suis déjà choqué parce que justement, on y est à plein. Je voulais parler de la nécessité de former justement l'armée aujourd'hui. J'ai comme l'impression que quand on voit le comportement de l'homme en uniforme en Guinée d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est moins rigoureux que ceux-là que nous on admirait quand on était plus jeunes. Je ne sais pas pour toi Tamba, mais moi, il m'a effleuré l'esprit pendant longtemps qu'un jour peut-être je deviendrai parachutiste.
C'était un rêve dans ma tête. C'était très beau. Non, je te dis, c'était beau. Et c'était des gens rigoureux. C'était des gens rigoureux. Et même quand vous les voyez, ils étaient bien... Donc, ça les avait pas justement, ouais, ben, peut-être que je serai colonel. Qui sait? Qui sait? Avec tes yeux. Oui, mais qui sait? Oui, mais il faut reconnaître que Dieu sait faire les choses. J'aurais pas fait longue carrière dans l'armée. Il est terrible, ce garçon. Je vais aller sur cette question de justice militaire. Vous vous souvenez, j'ai soulevé la question la dernière fois devant le ministre de la Justice dans son studio. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait des lois, mais absolument incroyables. Vous avez par exemple le directeur national de la justice militaire qui, dans les faits, commande le procureur du tribunal militaire, les procureurs du tribunal militaire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que normalement, à l'origine, ceux-là qui doivent lui l'habiliter, c'est lui qui les commande. Il y a énormément de problèmes dans ces textes-là. Vous avez vu l'autre problème qu'ils avaient également, ces magistrats militaires. Ils ont fait leur formation comme tous les magistrats à l'École nationale ici, au ministère de la Justice. Ils terminent pour les affecter. Ce n'est qu'il y a un an que le décret a été pris d'ailleurs par le colonel Mamadi cette fois-ci. Alors que ce sont des gens qui sont là depuis 3 ans, 4 ans, qui avaient fini leur formation. Aujourd'hui, il y a un problème. Les militaires se rendent coupables aussi de délits, tout comme vous et moi. Parfois d'infractions militaires. Et peut-être c'est l'occasion de préciser que l'amitié entre un militaire et un civil, il faut faire attention. Vous pouvez être même civil, être trimballé devant un tribunal militaire. Tout dépend de la nature des délits que vous commettez avec eux. Donc il faut faire très attention. Qu'un jour ça ne surprenne pas les gens. Mais ces magistrats, qu'est-ce qui se passe? Pour leur prise en charge, vous voyez qu'au niveau même de leur hiérarchie, les gens font tout pour ne pas qu'ils soient alignés en termes de salaire sur les magistrats civils. Est-ce que les gens savent au moins pourquoi les magistrats ont bénéficié d'un statut particulier? Oui, oui. Parce que les gens disent non, il faut tenir compte des histoires de grade, de ceci, cela. Oh, ils sont magistrats purement et simplement. Mais simplement, la différence est qu'eux portent désormais une tenue. Mais ils appartiennent à l'effectif normalement du ministère de la Justice. Cette question aussi, il faut la régler à mon avis et définitivement. Vous avez parlé des traitements. Moi, je suis content. Je suis très content qu'on revoie tout ceci à la hausse parce que c'est hyper important que des militaires dans des pays comme le nôtre soient très 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 bien traités. Je suis d'accord. Mais derrière, il faut aussi mettre l'armée au travail. Il faut les mettre au travail. Les meilleures routes faites, et ça tous nos aînés vous le diront, sous ces Touré, généralement c'était par le génie militaire. C'était ça. C'est vrai. Ils étaient énormes. Et en fait, souvent on a une très mauvaise perception de l'armée. Les gens pensent que quand on dit armée, que c'est tu vois, c'est le couillon que tu vois au quartier avec les pantalons rafistolés qui tombent sur tout le monde, qui effraient tout le monde. C'est pas ça le militaire. Les gens doivent savoir qu'il y a des scientifiques dans l'armée. Vous avez des gens qui ont des doctorats d'État. Vous avez des scientifiques, des ingénieurs. Vous avez tout. Et partout dans le monde, les meilleurs scientifiques, ce sont les militaires. Les meilleurs hôpitaux. Les meilleurs stratèges. Les meilleurs stratèges, ce sont des militaires. Il faut que les gens le sachent. Chez nous, qui va dans l'armée? Mais ils sont là-bas. Non. Le problème est que c'est à eux qu'on avait donné de la visibilité. Comme je te l'avais dit, c'était une armée mexicaine. Et à un moment donné, comme le disait Dadis, le caporal disait au général merde. C'est malheureusement ceux-là qui disaient merde qu'on entendait. Dans cette armée, moi je connais des docteurs en droit. Ils sont dans cette armée. Vous avez des ingénieurs, des biologistes et ainsi de suite et tout. Mais des gens qui ont fait des études extrêmement solides. Je vous en prie, CNRD, parmi l'héritage que vous voulez nous laisser, donnez la tête à ceux qui ont une belle tête. Donnez la tête à ceux qui ont une tête pleine. C'est extrêmement important. Mais ne mettez pas ce qu'on voit là à l'EMIA n'est pas normal. Parce que c'est du favoritisme et cela fait perdre en qualité, malheureusement, les effectifs de l'armée. Allez-y, madame. Alors, c'est important de parler des différents corps qui devraient se retrouver dans l'armée. On parle par exemple du médecin-colonel Rémi Lama, c'est un médecin qui est dans l'armée quand même, qui a fait, c'est le cas de Toumba, qui explique récemment quand il a parlé que les gens ont compris que c'est un médecin. Ce que je veux dire, c'est que dans l'armée, normalement, on devrait retrouver tous les corps.
La preuve est que après, comment on appelle, lors du premier régime, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui y restait, mais chacun partait faire son service militaire, normalement après les études. J'ai eu la chance de visiter un camp militaire du côté des États-Unis avec Kefi, que vous connaissez, qui est un promotionnaire, ce jeune Guinéen qui est dans l'armée américaine. Il m'a expliqué, en fait, j'étais juste émerveillée parce que dans l'armée, vous pouvez retrouver des journalistes qui sont des militaires, mais qui se spécialisent dans le journalisme, dans l'investigation, par exemple, quand on va sur les champs de bataille, à l'information, aux enquêtes. Il y a des gens qui sont, comme vous l'avez dit, qui s'occupent, par exemple, des travaux publics. Il y a des gens qui s'occupent de la mécanique. Ce serait important, je pense que pourquoi nous avons, avec toute l'histoire glorieuse que nous avons de l'armée guinéenne, par moment, on a connu des bavures, c'est parce que justement, il n'y a pas ce genre de spécialisation. Parce que quelquefois, il y a du favoritisme, tel que l'explication que Antoine vient de donner. On prend des gens par affinité. Par exemple, quand vous avez quelqu'un dans la vie qui a tout faussé, qui a tout raté dans sa vie, vous l'avez mis à l'école, il n'a pas pu, vous l'avez envoyé apprendre un métier, il n'a pas pu, on dit d'accord, envoyez-le dans l'armée. On les relègue là-bas comme si l'armée, c'est une sorte de dépotoir, une sorte de poubelle. Et c'est ce qui fait qu'on assiste souvent à des bavures. Vous avez des gens dans la circulation qui font du n'importe quoi parce que pour eux, cette tenue, c'est comme si ça les hissait au sommet de la Guinée, au-dessus de tout le monde. Alors que nul n'est au-dessus de la loi. Même si vous portez cette tenue d'ailleurs, vous fait en sorte que vous puissiez... protéger tous les citoyens parce que cette tenue que vous portez, c'est le citoyen lambda qui travaille par exemple dans son champ, qui achète sa carte de recharge, qui va acheter des choses au marché. Ce sont ces montants réunis qui font que vous pouvez vous habiller, vous réussissez à acheter des tenues, des armes et tout ce que vous faites, par exemple pendant des manifestations, pour couvrir, pour faire, comment on appelle, le maintien d'ordre, tout ce qui se fait. Donc je me dis que c'est bien tous les actes qui ont été posés, des annonces qui ont été faites par le colonel Mamadi Doumbouya, mais ce serait bien par exemple d'aller plus loin, par exemple de demander de l'aide, parce qu'il y a tellement d'argent qui a été mis, notamment avec l'Union européenne, avec beaucoup d'institutions internationales, de l'armée guinéenne, beaucoup d'argent dans le cadre de la formation. À un moment donné, on a parlé ici de cette police de proximité. Beaucoup d'argent a été mis dans ce sens pour essayer d'avoir en fait une police plus proche des populations, pour qu'il y ait cette complicité. La police de proximité n'avait pas fonctionné. Il y a eu des fonds qui ont été injectés. Si c'est pour aller fumer de la bœuf avec les jeunes au quartier, franchement, c'est pas ça. C'est dû à quoi? Fumer de la bœuf dans le quartier, c'est dû au recrutement. Qui est-ce qu'on a mis dans l'armée? Qui est-ce qu'on a mis dans l'armée? Comment le recrutement a été fait? Quand c'est fait par affinité, ça ne marche pas le plus souvent. Ce qu'on devrait faire pour conserver cette histoire glorieuse de cette armée quand même qui s'est battue pour l'indépendance de beaucoup d'autres pays et qui continue à se battre pour la stabilité de certains États africains, qui a quand même bouté hors de nos frontières beaucoup de personnes qui étaient venues hostiles, qui étaient venues agresser le pays. On se rappelle de l'agression rebelle de 2000. C'est de cela que je me souviens parce que je l'ai vécu à l'époque, étant de Kindia, avec ce qui s'est passé du côté de Madinaoula. Je me dis qu'on a une armée dont on peut être fier. Mais d'un autre côté, il y a de ces bavures quand même qui se font à l'interne. À l'interne, quand il y a des manifestations et tout, c'est des choses qu'on peut régler en faisant de la formation, en faisant plus de formation d'ailleurs. Et je pense que ça s'est concrétisé à un moment donné, notamment du côté de la gendarmerie avec le général Baldé, avec des formations qui se faisaient à l'école de la gendarmerie de Sonfonia, mais aussi du côté de Kalia. Et ça a commencé aussi avec la police à un moment donné et ça a continué. L'évolution, ce n'est pas qu'au niveau de l'armée, par exemple, qui prend les armes pour aller au front seulement. Au niveau de la police, par exemple, on a vu la mise en place de ce service qui s'occupe des questions de genre, de protection de genre, de l'enfance et des personnes vulnérables, le PROGEM. Il y a aussi la BSPPV du côté de la gendarmerie. C'est des services spécialisés. En fait, on ne parle pas que de prendre l'arme, aller tirer. Il y a des services spécialisés qui s'occupent uniquement de cela. Au niveau du ministère de la Défense aussi, il y a un département genre, par exemple, qui a organisé une rencontre hier pour célébrer la résolution 1325, Femmes, Paix et Sécurité des Nations Unies. Donc, il y a beaucoup de départements qu'on pourrait valoriser au sein de l'armée en ne pensant pas que l'armée, c'est uniquement, par exemple, ceux qui prennent les armes pour aller au front. Bien. Allez-y, mon cher Diba. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Lamine et bonjour à tous. Alors, juste trois observations. D'abord sur l'effectif, les pensions et les soldes.
et ensuite leur rôle dans la transition. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est vrai qu'on n'est plus dans les années 58 où on redoutait plus des conflits interétatiques, parce qu'à l'époque, c'était entre les États, donc on mettait plus d'accent, plus de budget sur l'armée, et au détriment de la sécurité intérieure, puisque les conflits internes étaient minimisés. Mais aujourd'hui, les rapports de force ont changé, les paradigmes ont changé. D'autres pays, au lieu d'investir trop d'argent sur l'armée, aujourd'hui, ils préfèrent investir sur la police et la gendarmerie, puisque les conflits internes sont mieux développés que les conflits inter-États. Alors, sur l'armée guinéenne, puisqu'on parle d'elle, alors il faut rappeler que l'année dernière, on était sur une enquête sur les pensions militaires. Et si on prend les pensions civiles et militaires, on fait une somme, ça nous fait 124 milliards de francs guinéens l'année dernière. Ouais, 124 milliards. 124 milliards. Alors sur les 10 millions d'euros. Voilà, ouais. 124 milliards pour les pensions civiles militaires. Ouais. Et maintenant, pour les pensions des militaires, que les militaires, l'argent qui part dans les garnisons, l'argent qui part dans les garnisons sur les 124 milliards. Il est obligé de trouver des équivalences en euros. Ouais, on ne connaît pas euros. S'il te plaît, voilà. T'en vas sois sérieux là. Allez, voilà. Vas-y. Donc sur les 124 milliards l'année dernière, il faut rappeler que c'est à la fois les pensions civiles, mais aussi militaires. Donc pour les pensions militaires, c'est 50 milliards. Ouais. Ce sont ces 50 milliards-là qui vont dans les garnisons. Et sur les 50 milliards, imaginez-vous, on a pu comprendre, il y a ce qu'on appelle des pensions mortes. Vous avez un militaire qui décède, sa femme également, ses enfants ont atteint l'âge de la maturité, ils ont maintenant 18 ans, donc cette personne ne bénéficie plus de pension. Alors, cette pension-là, normalement, on fait une réversion. Sauf que nous apprenons que ce sont des pensions qu'on continue à payer. Et cet argent-là part dans la poche de qui ? Je pense que c'est bon de juger aujourd'hui les civils, de dire qu'il y a la corruption dans l'administration. Mais si on transposait la même chose au sein de la Grande Muette, je sais que c'est impossible, l'audit à ce niveau. Ouais. Mais, sauf que, il y a trop de couverture en fait. Justement, il y a trop Beaucoup de couverture. De sur les 50 milliards il y a des pensions mortes qu'on continue malheureusement à payer. Qui bénéficient de cet argent? Point d'interrogation. Il y a également, puisqu'on parle toujours de ces pensions, de ces 50 milliards, il y a aujourd'hui, nous apprenons, puisqu'on va revenir sur cette enquête, qu'il y a des pensions civiles. On fait une reconversion, la personne est décédée, normalement on divise en deux. Si vous prenez 1 million, au lieu qu'on nous donne 1 million, on donne maintenant 500 000. Sauf que ces mêmes pensions civiles-là, nous apprenons au cours de cette enquête que ces pensions aujourd'hui sont en train d'être redirigées vers les pensions militaires. Pourquoi? Grosse question d'interrogation. Maintenant, il y a un autre problème qui revient aujourd'hui au devant de la scène, c'est qu'il y a eu une demande bien avant le départ de l'ancien directeur qui a été esté devant les juridictions, je crois que c'est M. Cissé, voilà, qui a été Dr Cissé, qui a été remplacé par Mme Aminata, et colonel Aminata. Donc, il y a eu, à l'époque, il y avait une demande qui avait été posée pour dire de retirer cette pension militaire. Au lieu que ça soit à la Caisse nationale de prévoyance sociale qui paye ses pensions, qu'on rattache ça directement au budget de la défense, qu'on paye directement au niveau de l'armée. Donc lui, à l'époque, il a dit non, attention, il faut éviter de prendre cette pension-là, le loger dans le budget au niveau de l'armée. Donc il faut continuer à payer cette pension au compte de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Maintenant, sur l'augmentation des 25%, ça a été fait, et sauf que nous apprenons qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller vers 100%. C'est-à-dire au même titre que les magistrats, que les hommes en uniforme, l'armée surtout, qu'ils soient mieux traités et bien payés. Parce que n'oubliez pas que ce qu'ils ont reversé, les denrées alimentaires, ce qui a été reversé sur les soldes, ça les coûtait 40 milliards, ne serait-ce que le transport à l'intérieur du pays. Sans compter qu'il y a eu des officiers qui ont été à l'époque accusés de faire le commerce sur ces sacs de riz-là. Donc pour éviter ces déperditions, ça a été systématiquement éliminé. Les colonels faisaient du commerce. Du commerce, voilà. Avec ils en avaient suffisamment. Justement, avec certains opérateurs économiques. Donc c'est pour trouver une solution à cette injustice-là, Lamine, qu'on a décidé de supprimer cela et reverser ça sur les soldes de ces militaires-là. Donc je pense que ça, c'est une réforme qui a été apportée, sauf que j'ai fait un constat. Certes, il y a eu des recrutements, Lamine, de 2012 à nos jours. Ouais. Vous vous souvenez, avec Kabele, qui était en 2012 ministre délégué à la Défense, le président Alpha Condé qui avait ce portefeuille de ministre de la Défense, des réformes avaient été engagées à l'époque, notamment le recensement biométrique au niveau de l'armée. Donc, on a rappelé à l'époque 4000 militaires sont partis à la retraite à l'époque.
4 000 militaires, puisqu'on avait un effectif qui tournait autour de 23 000 hommes. Donc 4 000 militaires ont fait valoir leur droit à la retraite. Donc à l'issue du recensement, l'objectif c'était de donner à chaque militaire une carte biométrique pour éviter les cas fictifs. Aujourd'hui, est-ce que cela est effectif? C'est la question là que l'on se pose. Et l'autre aspect aussi, au-delà de ces cartes biométriques, normalement, si on avait poursuivi ce recensement, ça allait permettre de maîtriser un peu l'effectif et donc de lutter contre les gaspillages. Imaginez-vous en 2012, quand on a fait le recensement, à l'époque, le ministre Kabila avait dit qu'ils ont pu au moins économiser 3 milliards. Sur les cas de décès qu'on continuait de payer, les cas des fictifs, mais aussi des personnes qui ont abandonné leur poste ou qui ont été radiées. Donc, si on fait aujourd'hui ce recensement, ça nous permet de comprendre effectivement l'effectif de l'armée guinéenne, mais aussi de faire des économies. Parce que n'oubliez pas que le budget de 2022 tourne autour de 3 000 milliards. Alors qu'en 2012, le budget de l'armée était de 1 400 milliards. Vous imaginez donc, c'est un budget qui a doublé. Alors qu'on a fait, des personnes sont allées à la retraite. Après le changement de régime le 5 septembre, vous vous souvenez des généraux, beaucoup sont allés à la retraite. Ouais. Alors comment on explique aujourd'hui ce bond, au lieu qu'on ne puisse maîtriser un peu le budget de 1 400 milliards en 2012, aujourd'hui on est autour de 3 000 milliards. Sans compter que seulement les dépenses des personnels coûtent 2 000 milliards. Alors que le budget de la sécurité, c'est autour de 500 milliards. Vous voyez un peu cette disproportion. Je pense qu'aujourd'hui, il faut recentrer plus d'efforts sur la sécurité intérieure. Je suis d'accord qu'il faut continuer à mieux traiter la grande muette, mais n'oublions pas aussi que la sécurité intérieure, elle compte fondamentalement dans le cadre de la lutte contre le banditisme, mais aussi les crimes dans le pays. Je pense que là, il faut revoir cela. Les questions des pensions, il faut traiter aujourd'hui cette question. Il faut revenir sur ces 50 milliards, comprendre comment ça fonctionne et qui perçoit cet argent-là. Est-ce que ceux qui sont décidés, on continue à payer ou non? Donc toutes ces questions-là, il faut trouver des réponses à cela. Allez-y, mon cher Antoine. Puisqu'il parle des retraités, je pense que c'est l'occasion d'embrayer sur le cas des... Ok, mais ce qu'il faut dire par rapport aux réformes envisagées, Guiba parle tantôt du renforcement de la sécurité intérieure, mais il y a aussi celle des frontières. Hier, j'étais avec un officier de l'armée qui est aujourd'hui à la retraite, qui m'a raconté une anecdote quand même qui donne à réfléchir par rapport au traitement de nos militaires aux frontières. Lorsque vous êtes à une frontière où vous avez deux entités différentes, l'une de l'autre côté des frontières qui appartient à notre pays, et vous, de votre pays, à cause du patriotisme et de l'honneur que vous voulez défendre, vous acceptez des conditions de vie parfois misérables. Parce que nous pratiquons les frontières. La mine, je vous assure, et c'est important de le rappeler, le CNRD a opté pour le changement, pour la refondation. La refondation, c'est aussi les frontières au niveau des différents pays. C'est vrai que le président il est allé suspendre des gens au niveau de la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone, mais l'autre question qu'on n'a pas posée, dans quelles conditions vivent-ils nos militaires aux frontières? Bien. Ils vivent dans des conditions mais pathétiques, la mine. Ils vivent sous des cases et parfois sous des hangars. Les autres... Attention. C'est une vérité. C'est une vérité. Moi, j'ai fait le constat. J'ai été à la frontière guinéo-ivoirienne du côté de Lola. De ce côté, la mine, à l'autre bout de la frontière ivoirienne, de ce côté, la douane est bien abritée. C'est une cité qui est construite pour les agents qui sont logés là avec leur famille. Il y a une cité qui est là. Ils ont droit au courant, ils ont droit à Internet, ils ont droit à tout. Du côté guinéen, c'est des maisons, c'est des taudis parfois qui sont construits. Et il y a un budget pour ça. Il y a un budget. Il y a un budget pour la sécurité au niveau des frontières. Comment un militaire se sentirait-il de voir que son homologue de l'autre côté est bien traité, il a droit à tout, et lui de ce côté-là, il est logé dans des conditions parfois misérables. Ce serait important que l'État guinéen essaie de prendre cela en compte. Il faut qu'il améliore les conditions de vie de nos agents au niveau des frontières. Il faut reconstruire des cités à ce niveau-là. Faire en sorte que les agents, quand ils y vont, qu'ils soient bien traités. Allez-y, mon cher Tama. Je pense qu'il y a un superflu qui a été volontairement entretenu autour de l'armée. De sorte que dans l'opinion, dans les médias, auprès des gouvernants, dès que tu touches à l'armée, on dit « Attention, c'est la grande muette, c'est une boîte noire, il ne faut pas y fourrer le nez. » Ailleurs, il y a un minimum de transparence sur la gestion des fonds qui sont alloués à l'armée. Vous vous souvenez quand on a parlé de loi de programmation militaire, on a même entendu quelqu'un ici dans notre studio dire « Non, c'est de l'ordre du secret défense. » Ailleurs, quand on te parle de loi de programmation militaire, on va te dire « Nous avions tel équipement telle année, voici où nous voulons le porter cette année, voici nos positions dans le pays et à travers le monde. » C'est ce qui se fait. Il y a une transparence autour de cela. En Guinée, il faut simplement éviter d'en parler. Dès que tu commences, vous vous souvenez, Moussa Moïse avait évoqué ce sujet que Antoine évoque.
hey, c'est-à-dire que si tu ouvres la bouche sur ce qui se passe autour de nos frontières, c'est-à-dire que tu le sens tout de suite, dès que tu sors, tu vas voir ce qui va se passer. Moussa Moïse a été convoqué à l'époque au niveau du ministère de la Défense. On sait ce qui a été dit. Mais c'est une réalité. C'est entretenu de cette façon. Nos contingents, notamment pour le compte de la MINUSMA, là à Kidal par exemple, le président l'a évoqué. Mais vous savez tous comment ces gens sont traités. D'abord, pour t'y inscrire, quel engagement est-ce qu'il faut signer pour que tu aies ton nom? Une fois là-bas, comment est-ce que tu vas être traité par la suite? Les primes au niveau du redéploiement, qu'est-ce qui se fait? Les généraux, les officiers sont là. Qu'est-ce qu'ils en font? Bien. On va revenir à 10h, mon cher Tamba. Voilà, on n'est plus par le temps. Voilà, on revient à 10h avec d'autres sujets, mesdames et messieurs. Vous qui nous écoutez sur Suite FM Guinée et sur Radio Espace, évidemment, il faut le rappeler. Voilà, on parlera entre autres de l'affaire Coiffefort. L'enquête fournit de nouvelles précisions. On en parlera ce matin dans cette émission. 64 ans de l'armée guinéenne. Qu'en est-il des conditions de vie des retraités? Vous êtes sur Radio Espace et sur Suite FM. Matin sur Radio Espace, vous nous écoutez également aussi sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. À 18h, vous allez retrouver l'intégralité de l'émission sur cette antenne. La Guinée restera au Mali jusqu'à la stabilité totale de ce pays frère. Ces propos sont ceux du président Mamadi Doumbouya. Il s'est exprimé donc hier sur le média national à la faveur de l'anniversaire de la création de l'armée guinéenne. La Grande Muette, créée donc le 1er novembre 1958, cumule aujourd'hui, il faut le rappeler, 64 ans au compteur. Elle entre ainsi dans un âge mûr, cependant, d'importants défis, notamment structurels et conjoncturels, continuent donc d'empêcher l'atteinte de l'idéal d'une armée républicaine, des recrutements souvent mal bouclés, un traitement qui met donc le militaire sur la paille, des retraites réductrices, une gestion très peu orthodoxe, le tout dans un contexte où les menaces sécuritaires nationales et sous-régionales sont de plus en plus pressantes. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, témoignage anonyme d'un militaire à la retraite. Et depuis 2010, ils vont terminer ce matin chez nous. On continue le débat avec toi, mon cher Thomas. Voilà, justement, j'étais donc en train de parler de la façon dont les fonds, les ressources de l'armée étaient mal gérées dans ce pays. C'est moi qui parlais, j'avais pas encore fini, Mohamed Mara. Et donc on évoquait ces aspects-là. Et on a donc fini par imprimer dans, j'ai envie de dire, le subconscient collectif qu'il ne faut pas parler de l'armée. L'armée, c'est une administration à part, c'est une démarche qui est à part. Les règles liées à la bonne gouvernance qui s'appliquent aux civils ne le seraient pas chez l'armée. Le civil qui vole est traduit en justice. Le militaire qui vole serait simplement en train... ce ne serait que normal que de voler lorsqu'on est... D'ailleurs, il n'y a pas de vol pour le militaire, étant donné qu'il donne déjà de sa vie pour défendre la nation. Il ne faut pas se poser ce type de questions. Mais la mine, c'est ce qui entretient pas mal de choses. Je ne vous parle pas des débrayages qu'on enregistre depuis plusieurs années, sous Lansana Conté, sous Alpha Condé, sous Dadis Camara. Ces nombreux débrayages qu'on a enregistrés, c'est aussi l'expression de frustration internes qui ont couvé et qui font que les plus petits des soldats décident en fait de se faire voir parce que tout simplement les officiers font ce qu'ils veulent, il n'y a personne pour les aborder. Au-delà de ces aspects-là, la mine, il y a quand même un facteur clair pour eux qui soutient ce type de démarche. C'est que partout, on a peur de fourrer le nez dans la chose militaire. On a peur de fourrer le nez dans la chose militaire. Lorsque tu vas dire audit dans les comptes de l'armée, il faut savoir qu'il y a d'abord les intérêts premiers des officiers, mais aussi les intérêts secondaires de tous ceux qui bénéficient de la corruption et de la fraude à l'intérieur. C'est donc un sacré problème. Mais il n'est de secret pour personne que l'armée est en sous-effectif. Il n'est de secret pour personne de le dire. Lorsque vous vivez en 2020 avec les effectifs de 1994, inutile de vous dire qu'on a besoin de plus d'hommes à nos frontières. D'abord, ça se dit, et puis je discutais avec cet officier de la gendarmerie il y a quelques années encore, qui me disait, lorsqu'il y avait cette levée de boucliers du côté de Bokeh, il me disait, écoute, Tamba, aujourd'hui, s'il y a manifestation à Conakry,
j'aurais un seul choix à faire. Soit à ramener toutes nos troupes que j'ai déployées du côté de Bokeh. Vous vous rappelez ce moment-là où Bokeh, Sangaredi et Kamsar étaient en feu? Oui, Kolaboui, il a amené toutes les troupes de ce côté parce qu'on n'en a pas assez. Il dit, je serai dans le second des cas obligé de ramener sur Conakry toutes nos unités que nous avons, les unités que nous avons à l'intérieur du pays. Le dire ce matin, ce n'est pas vendre quoi que ce soit, c'est dire les choses telles qu'elles sont. Je pense donc qu'il est impératif d'aller à ces processus de recrutement, c'est important, mais du bon recrutement. Ça, encore une fois, c'est important de le dire. Et je veux terminer quand même sur un autre levier, avant de rendre la parole, c'est celui du choix à faire entre développer davantage l'intérieur et laisser l'extérieur. Ça, c'est un peu pour faire écho à ce que Diba il disait tout à l'heure. Je pense que les choses sont quand même en train de revenir à ce qu'elles étaient avant. Aujourd'hui, il y a de plus grands défis sécuritaires autour de nos frontières. Sur l'intérieur, c'est clairement la gendarmerie, c'est clairement la police, mais sur la protection de nos frontières, aujourd'hui, ça se pose avec beaucoup d'acuité. Il faut plus d'éléments là-bas, mais il faut surtout plus de qualifications et de ressources. Ce qui se passe aux frontières, nos frontières sont poreuses depuis plusieurs années, c'est pas de maintenant que ça date. Quelle réponse à la faveur de cette célébration? Quelle réponse est-ce que l'on donne à cela? Sur les effectifs, quelle réponse? Sur les conditions de présence là-bas. Allez à nos frontières, à toutes nos frontières, c'est pas un secret, nous tous on y passe. Voyez ce qui se passe de ce côté-là, ça laisse à désirer. Donc quelle est la réponse que l'on apporte au plan institutionnel pour régler ces questions-là? La deuxième, c'est quand même la montée en puissance des terrorismes autour de nous. Des terrorismes liés justement à ce que nous savons déjà au Sahel. Qu'est-ce qui se fait de ce côté? Pour donner plus de ressources techniques, donc de compétences techniques, pardon, à nos éléments, pour mieux appréhender ce phénomène qui aujourd'hui est en train de s'étendre un peu partout, ça c'est une chose. Et donc il faut donc plus de responsabilités. Mais il faudra plus de budget et plus d'hommes sur ces questions spécifiques. Autrement, on a un sérieux problème. Je terminais donc en rappelant que l'armée, Moussa Hiro le disait, tu échoues à l'école, tu échoues au métier, tu échoues même dans ton mariage, tu échoues en famille. Quand personne ne peut plus te contrôler, on dit lui, envoyons-le à l'armée. Ouais, envoyons-le à l'armée, là-bas on va l'éduquer. Ouais. Ça me rappelle mon camarade de classe, on était en 4e année, il s'appelait Petit Bandit. C'est comme ça on l'appelait. Personne ne connaissait son nom, son véritable nom. Personne ne le connaissait. On l'appelait Petit Bandit. Et Petit Bandit, on l'a trouvé là à cette classe de 4e. On l'a laissé là-bas. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais je me souviens qu'il aimait beaucoup l'armée. Il aimait les culottes. Armée. Quand il va faire la guerre, un jour on lui a dit récitation. Vous connaissez récitation quand on faisait à l'école primaire. Il dit récitation. Et lui donc il vient. Il dit récitation. Baba Nyakoudou. Baba Nyakoudou a pris Mongbele. J'ai donné un coup à Baba Nyakoudou. Baba Nyakoudou a laissé Mongbele. Aujourd'hui, il est dans l'armée. Lui, là, si tu le trouves... Ah, toi aussi, Mongbele, toi aussi, il a pris Mongbele. Donc, j'ai donné un coup à Baba Nyakoudou. Baba Nyakoudou a laissé Mongbele. Aujourd'hui, il est dans l'armée. C'est un homme qui va donner des coups ou qui va prendre d'autres belets. C'est un autre problème pour nous. Voilà, allez-y, Jacques. Je voudrais appuyer un peu ce qui a été déjà dit par rapport au traitement, si vous voulez, inégalitaire qui est réservé à la police. Par rapport, bien entendu, à ce qui est réservé à l'armée, mais également à la gendarmerie. Regardez l'état dans lequel se trouve la direction de la police judiciaire. Ce n'est pas pour défaut de qualité des agents. Ces gens, ils ont été utilisés. Peut-être c'était bon ou mauvais, mais sous le régime de Alpha Condé, c'était eux qui étaient au devant des enquêtes. On ne connaissait pas à l'époque la direction des investigations judiciaires, même si elle était connue, mais il n'y avait pas, si vous voulez, il n'y avait pas cette affluence vers la direction des investigations judiciaires. Tout était géré par la direction de la police judiciaire. Ce n'était pas non plus parce que ils avaient seulement le côté partisan dont on les soupçonnait, mais c'est parce que ils avaient des techniques qui leur permettaient de faire des enquêtes. Donc, tout n'est pas au fait, tout n'est pas parfait. Mais aujourd'hui, en tout cas jusqu'à un passé récent, lorsque vous aviez besoin même de trouver un voleur,
qui vous a pris votre téléphone ou qui vous a volé votre véhicule, vous aviez beaucoup plus de chance avec la DPJ qu'avec la gendarmerie. C'est vrai. C'est la vérité. La DPJ était plus rapide que la gendarmerie. Toujours d'ailleurs. Maintenant même. Moi, ça fait 2 mois. Moi, ça fait 2 mois. J'attends la DPJ. J'ai appelé, je suis fatigué, ça fait 2 mois. Mais à la gendarmerie, vous êtes allé? Vous avez eu quelque chose? Jacques, tu m'as recommandé la DPJ. La DPJ est toujours mieux. Ça, c'est pas un débat, Mohamed. Mais Amine, tu es témoin. J'ai perdu pour près de 80 millions en appareil. Aucun n'est retrouvé. Voilà. C'est pas pour ton cas seulement tu vas résumer. C'est que c'est pas la première fois. Jamais ils ne m'ont retrouvé quelque chose. Mais moi si. Mais qu'avez-vous obtenu à la gendarmerie? Merci. Vous avez retrouvé? Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Ils ont tous des iPhones. Ce que j'essaie de dire. Mais c'est pas possible. Allez, et va à la DPJ, tout le monde a un iPhone. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas pour défaut de qualité. Mais ces gens sont abandonnés. Il faut quand même dire la vérité. Lorsque vous voyez ce bâtiment-là, est-ce qu'il est digne d'une direction de police, même d'un commissariat de police? Mais et le ministère d'abord? Bon, le ministère, c'est un peu beau, le ministère. Non. Mais la DPJ... Le ministère? J'ai dit, c'est par rapport à la DPJ. Allez-y. Par rapport à la DPJ. Allez-y, Jacques. La DPJ est abandonnée. Et j'ai entendu beaucoup d'annonces par rapport à la construction d'édifices pour les militaires. Je ne sais pas si on a voulu globaliser, mais je voulais quelque chose de spécifique pour la DPJ. Qu'on dise, et on va construire quelque chose digne de nom pour la DPJ. Police judiciaire. Si vous allez à la direction centrale des investigations judiciaires, vous êtes fiers, même si ça n'a pas été construit maintenant, mais c'est un bâtiment de l'État. C'est digne en tout cas pour cette unité. Mais pour la DPJ, je pense que ce n'est pas digne de nous, ce n'est pas digne de la République. Il faut casser ces bâtiments. S'il faut délocaliser pour trouver quelque chose quelque part et construire de manière très moderne, il faut le faire, mais la DPJ ne peut pas continuer à être là-bas. Ce n'est pas bon. Voilà, Jacques Linois, allez, en 30 secondes, on doit évoluer. Hein. Vous savez, le policier dans un pays, dans une capitale, c'est l'homme à craindre. On craint plus le policier que le militaire. C'est vrai. La peur de gendarmes, par exemple, justement, sur les routes et tout ça. Mais ici, la mine. Oh mon Dieu. La mine. Tu vois les gendarmes, t'as envie de les gifler, quoi. C'est des grandes gueules. La mine. Nous suivons parfois les films. On suit les films parfois. Et pour ceux qui voyagent beaucoup, vous savez qu'un officier de police judiciaire, un PJ ou un OPJ, lorsqu'il vient en opération, généralement il n'est pas en tenue. Mais il a une tenue spéciale, parfois des gilets avec là où fourrer son arme et tout cela. En Guinée, vous voyez ceux-là qui mènent des opérations sur le terrain. Parfois, c'est des t-shirts mal fichus. Pas parce qu'ils n'ont pas la possibilité, mais on ne leur donne pas de moyens adéquats pour aller faire des interventions sur le terrain. Un PJ, c'est pas n'importe qui. Non, il y a des grandes gueules. Voilà. Donc, ces gens-là, c'est pas n'importe qui. Chez nous, Jacques fait bien de le rappeler. Normalement, ce bâtiment, il doit être un R+10. C'est-à-dire qu'il faut un bâtiment digne de nom. C'est là depuis les années d'indépendance. Hein? Il y a le R15 qui est à Kaloum, vous vous rappelez, le bâtiment... La paternelle de KPC, qui surplombait Sékou-Touré. C'était pour la sécurité à l'époque. Normalement, la DPJ doit être un grand bâtiment, un bâtiment imposant, parce qu'il y a beaucoup de services. Même les télécommunications doivent y être, parce qu'ils mènent des enquêtes sérieuses. Pour cela, il faut beaucoup de services. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi, quand vous y allez, même quand vous entrez dans la cour, la puanteur des toilettes, mais si, la puanteur des toilettes. La puanteur des toilettes. Vous confiez un dossier à un agent. Là-bas à l'époque, Fabou qui nous montrait je vous assure, vous confiez un dossier sérieux, un agent de milliards. Il vous reçoit où? Mais presque par terre. Il loge dans des bureaux avec beaucoup d'autres personnes. Vous discutez de sujets importants. Il y a d'autres cas qui sont assis à côté de vous. Il n'y a pas de... En fait, le bâtiment qui vous reçoit n'est pas approprié pour discuter d'un tel sujet. À mon avis, si on a dit le cas des magistrats, par exemple, pour qui il faut trouver des solutions, pour le cas des policiers, c'est une vérité. Il faut que cela soit trouvé comme solution. Les DPJ, les agents sur le terrain de la CMIS, il faudrait que ces gens-là soient bien traités. Parce qu'il n'y a pas que la gendarmerie et les militaires qui sont dans ce pays. Il y a aussi la police qui n'est pas quand même un corps à négliger. Bachir Diallo,
C'est vrai que parfois je suis dur avec lui, mais sur ce coup-là, pour moi, il a besoin d'assistance pour que ses agents soient dans de bonnes conditions. Bien. Il a... qui est alloué à ce départ. Ça passe pas, hein, voilà. Hey, Zachary. Il faut que cela soit fait. Bien. Oui. Allez-y, Mohamed Mara. Généreusement, il a voulu. C'est bien, c'est très très chrétien de ta part. Donc pour revenir à chose à les grandes gueules. Moi, je peux en parler parce que je suis allé là-bas pour un sujet, moi, me concernant. Et donc, quand je suis arrivé, bon, j'ai eu le privilège d'être reçu par le directeur central de la police judiciaire lui-même. Donc, je suis venu dans... Il y a une allée... je dis allée. Il y a une allée là. Quand le forestier se fâche. Il y a une allée là, ça sert de salle d'attente. Ouais. Il y a des claustras derrière vous. Tout ça, vous voyez. Rien. Donc, vous vous asseyez là, vous attendez. C'est un banc, tu t'assois dessus 1 heure, tu sors avec des douleurs. Je vais faire un documentaire avec toi, comme ça tu vas essayer de raconter ça, s'il te plaît. Tu sors avec des douleurs lombaires. Laisse-moi terminer, Lamine. Tu passes 1 heure là-bas, tu sors avec des douleurs lombaires, même pour des sportifs comme Djiba. Alors, je suis là pendant un certain moment. Ensuite, on me reçoit. Donc, j'entre. Oui, on va s'en charger. Allez-y avec le responsable des poursuites. Donc, on est allé ensemble. Des investigations. Donc, on sort de l'allée. De l'allée, c'est pas la allée. On entre dans la salle. Pour entrer, il y a du monde. Il y a un bureau ici. Il y a un bureau là-bas. Il y a un bureau. Et puis, il y a un 4e bureau. 4 bureaux dans une pièce de 8 mètres carrés. 8 mètres carrés. Et c'est même pas 6. Donc on entre. Mais pour entrer, tout le monde... Est-ce que la caméra... Donc tu es obligé de... Non, tu fais de la radio aujourd'hui. Bon, hein, vous êtes obligé de la radio. Vous êtes obligé de vous pencher comme ça. Tu dis, attends un peu. Donc vous rentrez comme ça, vous rentrez et puis vous vous asseyez. Donc j'ai réussi à avoir une place. Et puis tu peux pas te tenir droit. Tu es obligé de t'asseoir comme ça parce qu'il n'y a pas d'espace dans ce bureau-là. En fait, c'est des magiciens. Ouais. Parce que c'est impossible... C'est impossible de réussir. Parce qu'ils aiment le pays. C'est impossible de réussir ce qu'ils réussissent dans leurs conditions de travail. Ouais. C'est impossible. Il y a quelque temps, parce que là on parle mais vu qu'il s'agit du même endroit, Lamine, du même endroit, tu sors de là, et pire encore, hein, tu parles, il est là, il note à la main. Il note à la main. Il y avait, je crois, un ordinateur. Il y avait un ordinateur. Et je n'étais pas seul, hein, parce que là, donc là, tu arrives. Le monsieur me dit, attends un peu, Tamba. Et lui, il va finir d'enregistrer d'abord. Il va prendre la déposition d'un tel. Ouais. Après, on va te prendre. Donc, je suis là, j'attends. C'est le seul ordinateur. Bien. Non, Lamine, c'est grave, ça. Ben, Tamba, j'ai bien compris. Donc, je reste dans ça. J'attends. Les grandes gueules. Et puis après, lui, maintenant, c'est mon tour. Bon, où est le chargeur là? Ça va se décharger. Donc on va chercher le Est-ce que le chargeur n'appartenait même pas à l'officier lui-même? Finalement, qu'est-ce qu'on apprend? Oui. C'est un ordinateur portatif, il coûte même pas 2 millions. Oui. Portatif, ça se décharge très vite. Et il y a un chargeur pour tous les ordinateurs. C'est terrible ce garçon. Quand il a fait ça, bon, j'étais là-bas finalement par respect. Mais je savais que moi, mon gars, on n'allait jamais l'attraper. Lamine, juste un truc. Sur toute l'étendue du territoire national, on vous dit que le budget d'investissement de la protection civile, c'est 46 milliards. Comment voulez-vous que les gens se développent dans un tel contexte? C'est compliqué. C'est impossible. Allez-y à l'ORDEF. L'ORDEF, vous avez vu le bâtiment? Allez-y à l'ORDEF, la mine qui joue un rôle. L'ORDEF est masqué par la primature. La primature. Abandonné derrière. Non, mais eux, il y a quelque chose en cours, justement. Oui, mais pour relocalisation. Justement, mais vous regardez le bâtiment de... Je suis allé là-bas à la mine, tombé des nuits. Bien. Même le bureau du directeur général, c'est déplorable. Je pense qu'aujourd'hui, il faut des efforts. On veut demander des efforts. Lorsque vous décentralisez les choses, il faut décentraliser aussi les moyens. Bien. Il faut que les moyens suivent. Sans compter les commissariats centraux à l'intérieur du pays. Là, on n'en parle même pas. Vous ne pouvez pas vous installer là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'investissement à tous les niveaux. Même les structures aujourd'hui qui luttent pour les cas de viol. Par exemple, quand nous sommes allés, Tamba se rappelle, on est rentré dans ces bureaux, on a vu dans quelles conditions ils travaillaient. Et madame avait confié à l'époque que l'Union européenne, je pense, est en train de faire un travail pour le trouver un siège. C'est fait maintenant pour se déplacer et quitter cet espace-là. Parce que quand il n'y a pas d'espace, ça fait partie du management. Pour que les gens excellent,
pour qu'il puisse se développer, il faut un investissement sur l'équipement, sur les conditions de travail, mais aussi de l'espace dans lequel les gens travaillent. Si tel n'est pas le cas aujourd'hui, on demande des résultats, mais ça va être difficile d'atteindre ces résultats-là. Donc je pense qu'il faut renforcer l'investissement. Je suis d'accord que l'armée, il faut les accompagner, mais la protection civile, je pense que là, il faut mettre un accent particulier, puisque la sécurité intérieure elle est importante. Et de passage, je rends hommage à nos deux braves dames militaires. C'est Madame Binta Pilote, qui a été la première femme d'Afrique noire à piloter un hélicoptère. Il y a aussi aujourd'hui notre gouverneur qui est la première femme générale de brigade en Guinée, dans l'histoire de la Guinée, Madame Mahawa Silla, je pense. Donc ça, il faut les rendre hommage. La mine, c'est si on dit qu'on a des médecins au sein de l'armée, on a pu aussi avoir des femmes militaires qui se démarquent, qui se sont distinguées sur les 64 années, comme l'a dit le président. C'est l'année de la raison. Bien. L'année de la raison. Merci beaucoup, Diba. Les femmes aussi. Voilà, vous êtes chez les GG, l'émission qui déshabille la Guinée. Matin sur Radio Espace. Vous nous écoutez également aussi sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. On continue à débattre, mesdames et messieurs. La Guinée restera donc au Mali jusqu'à la stabilité totale de ce pays frère. Ce sont des propos donc du président Mamadi Doumbouya. Il s'est exprimé donc hier sur le média national à la faveur de l'anniversaire de la création de l'armée guinéenne. On en parle ce matin avec ce militaire que nous allons appeler dans un instant. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, avant qu'on aille avec le militaire, il faut aussi rappeler le cas des retraités, puisque c'est aussi un retraité. Il y a à l'arrivée du CNRD 42 généraux qu'on a envoyés à la retraite, des célèbres généraux aux officiers que vous connaissez bien. Parmi eux, il y a le général Baldé, Romy Lama, Ansoumane Bafoué, et également d'autres généraux qu'on connaît bien. Il y a eu des promesses qui ont été faites à l'époque. On avait promis des passeports diplomatiques, des terrains, des véhicules flambant neufs, une prise en charge en cas de maladie. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été quand même miroitées. Et aujourd'hui, on a pu rencontrer quelques-uns parmi eux. Sur toutes les promesses faites, il n'y a qu'une seule qui est respectée, c'est le paiement de la pension. À près de $2000 à cette pension, c'est généreux. Donc, les passeports diplomatiques promis n'ont pas été octroyés. Les terrains, les véhicules neufs ne sont pas octroyés. Donc, il y a lieu de s'interroger autour de ce qui ne va pas. Ouais. Pourquoi est-ce que promesse non tenue a promis, il n'a pas fait. Ouais. Et il se trouve que parmi les généraux envoyés à la retraite, quelques-uns parmi eux qui ont été repêchés, qui sont en fonction. Ouais. On a le général Idi Amin qui est en fonction, Mahawa Silla qui est gouverneur, et on a... non. C'est des fonctions politiques. Bon. Amadou, voilà, je ne sais pas trop... allez-y. Je ne parle pas malheureusement, ça passe pas. Qui sont en fonction dans l'administration. Ouais. Vous comprenez ce que je dis quand même. Ouais. On les a repêchés. Allez, Antoine, on ne s'énerve pas. Non. Voilà. On les a repêchés pour bien. Non, écoutez-moi, quand je dis repêcher, c'est pour servir l'État quand même. Bien. C'est l'État qui sert, non? Allez. Non. C'est comme si je ne disais allez-y, pas. Antoine. Non, je ne raconte pas de contre-vérité ou bien. n'importe quoi. Je dis qu'ils ont été repêchés pour servir l'État. Bien. C'est une vérité. Voilà. Bourema Condé a été envoyé sur la touche. Il est sur la touche. Et il y a quand même les noms de quelques-uns qui surprennent. L'ancien chef d'état-major général des armées, Namori Traoré, qui de façon discrète a été envoyé comme ambassadeur de Guinée au Maroc. Ça n'a pas été rendu public. Il a pris fonction. Et l'une des questions que beaucoup se sont posées, c'est pourquoi Namori a été nommé à cette fonction. Parce qu'il y a eu des rumeurs au départ qui disaient que Namori avait donné carte blanche pour le coup d'État. Il était chef d'état-major général des armées à l'époque, homme de confiance d'Alpha Condé. Mais à l'arrivée des militaires, on a tous vu qu'il a très tôt rallié le camp des militaires qui sont arrivés au pouvoir. Et donc, d'aucuns estiment que c'est une récompense pour lui, le fait d'être nommé à cette fonction d'ambassadeur de Guinée au Maroc. Mais pourquoi est-ce que ce décret-là, alors que la plupart des décrets du chef de l'État sont rendus publics à la RTG, c'est lu publiquement, pourquoi celui-ci a été... Pourquoi c'est passé inaperçu? Pourquoi est-ce que Namori est allé prendre fonction au Maroc sans qu'on ne sache?
Je crois que la question mérite d'être posée. Il aurait été important qu'on nous édifie là-dessus. Il y a le cas de Bunduka. Il faut être fou. Il faut quand même être fou pour garder un ancien chef d'état-major qu'on vient de débarquer, qui est encore actif, plein du jus. Tu le gardes partout. Ailleurs, on les affecte justement loin du pays. Même celui qui est aujourd'hui à la défense, au ministre de la Défense, il a été envoyé, lui, vous savez où? 6e continent, à Cuba, tout ça. Quand on n'est pas très sûr, c'est pas forcément de la récompense, mais parfois aussi c'est parce que justement les nouvelles autorités ont besoin d'avoir toute la main. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Voilà pourquoi on avait débarqué tous les généraux. Oui, il n'est pas le seul. Si vous justifiez cela ainsi, c'est qu'il faut en faire autant pour les autres chefs d'état-major qui ont été en fonction dans ce pays-là. Beaucoup parmi eux aujourd'hui sont là, ils sont en train de végéter. Beaucoup parmi eux sont en train de végéter. Je sais de quoi je parle. Il y a moins d'un an, il y a un an, j'étais en fonction. Je dis qu'il y a des officiers, des anciens officiers de l'armée guinéenne aujourd'hui, qui ont été soit envoyés à la retraite anticipée ou qui ont été envoyés à la retraite à l'heure indiquée, sauf que les conditions de vie ou de traitement qu'on aurait dû leur accorder. Tu parles quand même de $2000, hein? Donc, je dis à ce niveau-là, pour un officier de l'armée guinéenne, ça serait important que les promesses de départ soient respectées par le chef de l'État. Et à ce niveau-là, les pensions civiles. Il parle de $2000, après il dit qu'il végète. On végète avec $2000. Les pensions civiles, 500 000. Et fini. 200 000 francs parfois. Allez-y. Il dit $2000, après il dit qu'il végète. Pour quelqu'un qui a occupé des postes importants dans ce pays, non. C'est pas avec $2000. $2000. En Guinée, $2000. Donc, l'ami à ce niveau. C'est environ 20 millions. Des grandes gueules. Donc, je disais donc qu'il y a parmi eux quelques-uns. Et ce n'est même pas bon parce tenable, ça, dans la durée. Pardon, allez-y, Antoine. Parmi eux, il y a quelques-uns à qui on a fait appel pour occuper encore des postes et d'autres qui sont sur la touche. Je ne dis pas de les repêcher forcément, mais c'est de faire en sorte que ces officiers-là qui ont quand même servi ce pays loyalement ou de façon visible, qu'on fasse en sorte que leurs conditions de vie soient améliorées. Merci. Et qu'on fasse en sorte de ne pas les abandonner comme cela, parce que c'est quand même des gens qui ont servi, mais pas à des postes anodins, à des postes assez stratégiques. Cette méthode de traitement-là, rappelez-vous, on avait annoncé un conseil. On avait annoncé un conseil militaire. Un conseil militaire dans lequel on avait repêché quelques-uns, mais ce n'est pas opérationnel. À l'époque, je crois, le général, comment il s'appelle, l'ancien ministre de la décentralisation, Macron avait été annoncé à cette fonction-là. Même Rémi Lama avait été annoncé dans ce conseil militaire. Je crois que c'était un conseil. Merci beaucoup, mon cher Antoine. Allez-y, Mohamed. Ce n'est pas opérationnel. Merci beaucoup, Mohamed. Allez-y, Mohamed. Ce conseil, quand vous lisez le décret justement qu'il a mis en place, vous savez tout de suite que ce n'est pas un conseil permanent. C'est à l'occasion, c'est à des occasions. C'est comme une commission. Justement, c'est pendant des occasions parce que le chef suprême des armées a besoin d'autres conseils qui les réunit. C'est en temps de crise et ainsi de suite. C'était parfaitement bien décrit. De l'autre côté, est-ce que les pensions sont versées? Parce que moi, c'est la première d'abord des questions que je voulais poser, puisque ça, c'est légal. C'est une obligation. Me dit que c'est versé. Voilà. À partir du moment où ça, c'est versé, tout le reste, ce sont des avantages qui peuvent leur être accordés. C'est une promesse. Je peux... Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment déjà où ces pensions-là sont versées, le reste, parce que les montants que j'entends ici, c'est là la réalité. Sur la durée, je me pose des questions. Comment ça va être tenable? Parce que vous vous rappelez, il y a 2 semaines, la liste de... les listes, oui mais attendez, ça grossit. Oui mais ça grossit, ça grossit. Il y a 2 semaines, il y avait près de 42 généraux, $2000, c'est de l'argent ça? 42 généraux? Je peux? Apprenons à respecter quand même nos officiers. S'il te plaît. 42 généraux? Non, d'autres sont même arrivés. Rappelez-vous à la gendarmerie, à la police. Allez-y, rappelez-vous à la gendarmerie, à la police, il y a 2 semaines, vous vous rappelez, c'était quand même 200 noms. 200 d'officiers ici, vous vous rappelez très bien. J'avais fait cas de cela ici. C'était passé quasi inaperçu. 200. Et cette fois-ci, j'avais expliqué que c'était des généraux, des colonels, des lieutenants-colonels. Tous également partis. Si vous devez donner environ $2000 à tous ces gens. Or, on le sait, beaucoup de gens avaient recyclé leur âge dans l'armée.
Est-ce que ça va être tenable sur la durée? Moi, je me pose bien des questions. Déjà, même lorsque ces avantages avaient été annoncés, cela avait laissé, moi personnellement, ça m'avait laissé dubitatif. Promettre des 4x4 sorties d'usine à tous ces gens-là, 42 au départ, et aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Des 4x4 sorties d'usine. Vous avez vu le personnel de maison qui était promis, des chauffeurs, des personnels de maison, ainsi de suite. Ce train de vie, je ne crois pas que la Guinée peut le supporter aujourd'hui. Je ne pense pas. Ça, c'est un. Deuxième, moi, je voudrais vous amener la réflexion sur un autre pan. J'ai dit ici la dernière fois, il y a une chose qui doit nous interpeller. En 64 ans d'indépendance, nous avons eu 6 présidents, dont 4 militaires. Ça doit nous interpeller. C'est-à-dire qu'en 2008, on avait engagé déjà en 2009 ce qu'on appelait la réforme de l'armée. Je pense qu'après M. Alpha Condé, et rappelez-vous, il y a 3 ans, c'était la lutte dans ce pays, tout le monde disait, il ne faut pas aller sur un mauvais chemin justement pour éviter de retomber dans les travers du passé. La question que je me pose aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec l'armée? Parce que quelle place, justement, oui, mais quelle place, oui, mais puisque l'armée a pris autant goût à la chose publique et politique, il faut réfléchir. Je pense que les modèles calqués, à mon avis, sur l'Occident ne fonctionnent pas dans nos pays. Il faut réfléchir. Il y a des pays comme l'Égypte qui ont trouvé un peu leurs moyens à eux. Mais il faut réfléchir pour trouver une place pour l'armée dans, si vous voulez, la gouvernance même de nos pays. Mais quelle place? C'est ça la question. Parce qu'à tout moment, on a l'impression qu'avec les pouvoirs politiques, quand il y a crise, que le dernier recours, c'est l'armée. Je me rappelle encore il y a 2 ans ici, c'est à la limite si les hommes politiques n'appelaient pas du pied l'armée. À la limite. Donc cette question, elle est là. Vous avez parlé des policiers, de tout le monde. Je veux quand même penser aussi à ces gens-là qui sont aussi quasiment des laissés pour compte. Notamment les gardes pénitentiaires. Honnêtement, ça c'est un autre monde. Eux-mêmes sont des prisonniers. Ils sont prisonniers des prisonniers. Et ils sont prisonniers de l'État. Ces gens-là sacrifient leur vie. Vous imaginez, vous passez tout votre temps à surveiller les autres. Mais vous avez vu leurs conditions de traitement. D'ailleurs, j'apprends qu'aujourd'hui, du côté de Kindia, je crois il y a une 12 ou 14 qui sont suspendus et remplacés déjà. C'est très bon de les sanctionner parce qu'il y en a qui sont des véreux, c'est vrai. Mais donnez-leur un minimum pour éviter que des gars comme les LH, Mohamed, sortent de nos prisons. Non, souvent les gens s'enfuient des prisons justement parce que ces gars-là aussi, il y en a parmi eux qui sont vraiment des pattes, des pattes cassées. Donc moi je voudrais quand même attirer votre attention sur cette question-là et enfin sur la question de l'intégration régionale. Dans sur tous les continents aujourd'hui, l'intégration est une sorte d'intégration au niveau des grands ensembles des armées. Quand vous voyez par exemple aujourd'hui on parle de l'OTAN, même en Europe, même en dehors de l'OTAN, les gens ne se réament pas seuls. Quel est le problème qui est à l'origine de la friction actuellement entre la France justement et l'Allemagne? Ça vient de là justement. Ils se sont rendus compte que la crise actuelle, notamment qui est née en Ukraine, a plutôt profité à l'Allemagne, qui a quand même injecté immédiatement 100 milliards d'euros dans le réaménagement et également justement et le redéploiement même des hommes. Donc il y a cette question, mais de plus en plus, pour lutter contre les phénomènes nouveaux comme le terrorisme, on ne va pas avec les anciennes méthodes. Donc je pense qu'il faut amener, quand je vois la CEDEAO aujourd'hui qui se casse la gueule sur des petites questions, des histoires de mandat encore dans nos pays, alors que le problème de terrorisme, pourquoi le Mali est chez nous, le Burkina et le Niger, beaucoup de pays, et attention, j'ai l'impression que c'est même pas encore fini, c'est parce qu'on n'arrive pas encore à avoir cette réflexion plus large pour aller vers un système d'armée un peu plus intégré, et notamment qui va faciliter par exemple les échanges d'informations. Merci beaucoup Mohamed. Voilà, on va revenir dans la troisième partie. Affaire Coffre-Fort, l'enquête fournit donc de nouvelles précisions. Et puis on parlera aussi de ce dossier saisi donc de containers médicamenteux. Voilà, c'est bien cela. La CRIEF délivre 18 mandats d'arrêt contre des pharmaciens. On en parle dans la troisième partie. Vous êtes sur Radio Espace et sur Suite FM Guinée.